Salut. T'es là pour l'épisode 10, c'est ça? Alors attends, bouge pas. Alors, l'épisode 10. Ah oui, c'est l'épisode spécial qui t'explique en gros comment préparer ton arrivée en Tanzanie, et notamment sur Zanzibar. C'est très simple. Alors tout ce que t'as à faire, c'est de prendre ta valise et de... Salut, je te dérange? Non, pas de soucis. Juste, tu comptais pas parler pendant 15 000 ans devant la caméra? Bah si, c'est ce que je comptais faire. Okay. Non, mais parce qu'il y a une vidéo qui est plutôt bien faite, selon moi. Tu pourrais leur montrer ça directement, c'est plus simple. Non mais attends, si tu veux prendre ma place, dis-le. Sinon, il y a aussi... Ok. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Vas-y, ouais. Non mais je rêve. Bah, vous savez quoi? Regardez la vidéo. Non, la vidéo. La Tanzanie est le résultat d'une réunification entre deux territoires, Tanganyika, le continent, et l'archipel de Zanzibar, composé d'Unguja, Pemba et Mafia Island. Situé à 10 600 km de la France métropolitaine, il y a un décalage horaire d'1 heure en été et de 2 heures en hiver. On observe une différence sociale, politique, économique et religieuse entre Zanzibar et le continent, puisque cette île est semi-indépendante depuis 1964 et possède son propre gouvernement, malgré le fait qu'il soit rattaché au continent depuis près de 57 ans. Cette unification n'empêche donc pas qu'il y ait quelques différences de réglementation entre ces deux territoires, que ce soit au niveau de l'immigration ou d'autres administrations publiques. Il faut faire donc attention une fois sur place. Les règles que vous aurez assimilées sur le continent peuvent légèrement différer une fois sur Zanzibar, et vice-versa. Je ne rentrerai pas dans des détails politiques expliquant la raison de ces différences malgré leur réunification. Tout simplement car je ne m'y connais pas assez en politique pour vous faire un topo, et aussi car j'aimerais éviter de me faire expulser bêtement du pays. La Tanzanie est divisée en deux zones climatiques distinctes. La période sèche, qui est selon moi la meilleure période pour venir en Tanzanie et notamment sur Zanzibar, serait du mois de mai au mois d'octobre. Il y a également deux saisons des pluies. La grande saison des pluies de mi-mars à début mai, avec beaucoup de pluie en avril. La petite saison des pluies de début novembre à mi-décembre, avec de petites pluies sur certaines heures seulement. Sur le papier, il y a officiellement deux langues parlées en Tanzanie, le swahili et l'anglais. Toutefois, on peut considérer que le swahili est LA langue officielle du pays. L'anglais est beaucoup pratiqué à l'école et dans les administrations, mais la grande majorité de la population ne parle que swahili. Surtout sur Zanzibar, il est plus facile de parler anglais avec les locaux sur Stone Town qu'en extérieur. Enfin bref, n'hésitez pas à réviser votre anglais ou les bases du swahili avant de venir ici, c'est toujours pratique. En parlant de swahili, saviez-vous qu'en Tanzanie, le comptage de l'heure ne commence pas à minuit, mais à 6h du matin, à l'heure du lever du soleil. Entre 4h et midi, on considère qu'on est le matin, asubuhi. Entre midi et 20h, on parle d'après-midi, mchana. Et entre 20h et 4h, c'est la nuit, usiku. Faites donc très attention lorsque vous donnez une horaire à bien notifier l'heure exacte à votre chauffeur par exemple, ou lors d'un rendez-vous professionnel. Bien qu'une grande partie de la population comprend et utilise nos horaires, à l'anglaise bien évidemment, AM and PM, il n'est pas rare que certains se trompent. J'ai déjà entendu une histoire assez drôle d'un collègue à qui il est arrivé une situation assez cocasse. Ok, imaginons que vous soyez sur le départ, excité et prêt à partir à l'aventure tanzanienne. Voici quelques indications de choses à penser avant le départ. Premièrement, l'interdiction de sacs plastiques à l'aéroport. Deuxièmement, retirer une centaine de dollars en liquide avant le vol, toujours pratique. Troisièmement, prendre une bonne crème solaire, de l'anti-moustique et pourquoi pas une petite trousse à pharmacie avec des basiques. Quatrièmement, si vous venez sur Zanzibar et que comme moi, vous êtes allergique à la poussière, n'oubliez pas vos médicaments. Dans le cas contraire, excusez-moi l'expression, mais vous prendrez cher, très cher. En ce qui concerne les vaccins à faire, lorsque je suis arrivée ici, j'ai eu à faire toute une série de vaccins pour pouvoir partir. Tout ça avait été demandé par France Volontaire, l'organisme qui m'a envoyé en mission. En ce qui concerne un voyageur lambda, le vaccin contre la fièvre jaune vous sera obligatoirement demandé. Quant aux autres, soit l'hépatite A et B, le paludisme, la méningite, la rage, la typhoïde, la tuberculose, etc., vous seront fortement recommandés mais pas demandés.
Alors ce point est pour moi nécessaire. Vous vous doutez bien que lorsqu'on va chez les autres, le respect de la culture est un aspect très important. Et cela passe principalement par une recherche rapide des choses à faire et à ne pas faire dans le pays en question. Je prendrai Zanzibar en exemple, puisque c'est là où je suis basée actuellement. La première chose à faire est d'avoir une tenue correcte, décente entre guillemets. Je mets ce terme entre guillemets car bien évidemment chacun a sa vision de la tenue correcte. Mais n'oubliez pas que vous vous rendez sur une île à majorité musulmane, à plus de 95%. Les normes ici sont bien évidemment différentes des normes occidentales. Il est donc à noter qu'une tenue correcte sur l'île fait référence à une tenue qui n'en montre pas trop. Évitez donc de vous balader en maillot de bain en pleine ville par exemple. En dehors de la question vestimentaire, il est conseillé d'éviter de manger et boire ostensiblement dans les rues en pleine période de Ramadan. Bien évidemment, il ne vous est pas interdit de vous nourrir ou de boire, mais évitez de vous ramener avec votre repas pour 5 et votre bouteille de 3 litres devant une personne en plein jeûne. Logique. Un autre point concerne selon moi le droit à l'image. Demander l'autorisation aux gens pour les photographier, notamment les femmes et les enfants, respectivement question de religion et de sécurité, est un fondamental. Et pour finir, attention à l'endroit où vous prenez vos photos justement. Il m'est déjà arrivé de me faire réprimander parce que je prenais une photo de la vue de mon ferry sur Dar es Salaam. Et ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que dans cette zone en question, il y avait un camp militaire. Les photos et vidéos sont donc interdites à certains endroits de l'île et du continent. Si vous avez du mal avec ces notions de base, si je puis dire, Zanzibar n'est pas la seule île existante sur cette terre. Je vous laisse donc faire le calcul. Poursuivons. En ce qui concerne l'argent, la monnaie officielle en Tanzanie est le shilling tanzanien depuis 1966. Le dollar américain reste la deuxième monnaie du pays et la devise la plus demandée en dehors du shilling. Lorsque vous faites votre change, faites bien attention à bien préciser quel type de shilling vous demandez. Il existe le shilling kényan, le shilling ougandais, le shilling somalien. Si en général vous n'utilisez jamais de la monnaie en espèces, il va très vite falloir changer d'habitude. Sur le continent, et notamment à Dar es Salaam, vous aurez plus de chances de pouvoir payer par carte, dans les restaurants ou les malls par exemple. Toutefois, privilégiez quand même les espèces, surtout lorsque vous prenez les transports ou achetez dans les petits commerces. Sur Zanzibar, tout se fait plus facilement dans la capitale, Stone Town. La monnaie a été mon plus grand problème, dans le sens où on ne peut rien payer par carte, sauf encore une fois dans les restaurants d'hôtel par exemple. Et c'est malheureusement une mauvaise habitude que j'ai prise depuis bien longtemps. Pour ce qui est du reste, pas d'espèces, pas d'achat. Rassurez-vous, des distributeurs automatiques sont placés dans plusieurs coins de la ville, ce qui est pratique, quand ils marchent. Il m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de devoir faire le tour de la ville, littéralement, pour trouver un ATM qui fonctionne. Et bizarrement, j'ai l'impression que quand l'un décide de faire grève, tous les autres le suivent. De plus, il est à noter qu'en dehors de la ville, Stone Town, vous aurez peu de chances de trouver un ATM. Pas pratique quand on veut sortir de la ville, pour un week-end ou plus. Il nous faut retirer suffisamment avant de partir, et donc se promener avec beaucoup de liquide sur soi. Il existe également la méthode de paiement par M-Pesa, qui est un système de transfert d'argent par téléphone portable lancé en 2007 par Vodafone et Vodacom, les deux plus grands opérateurs mobiles au Kenya et en Tanzanie. Pour tous les ressortissants français, belges et suisses, vous devez être en possession d'un visa pour entrer dans le pays. Beaucoup d'autres pays n'ont pas besoin de visa pour entrer sur le territoire. À vous de vous renseigner en fonction de votre nationalité. Le visa le plus commun est le visa ordinaire, ou visa touristique, obligatoire, quelle que soit la durée du séjour, et valable 90 jours maximum. Vous pouvez vous le procurer sur place, à l'aéroport directement. Attention, le paiement se fait en espèces et en dollars américains seulement. Par rapport à l'immigration, je vous conseille de toujours avoir avec vous une copie de votre passeport en main. On vous le demande très souvent, surtout à Zanzibar. Une fois arrivé sur l'île, après vous être enregistré auprès de l'immigration, il vous est également demandé de notifier votre arrivée et la durée de votre séjour auprès du Sheha de votre quartier. Le Sheha est un représentant nommé par le gouvernement et qui est responsable de toutes les affaires, y compris de l'application de la loi dans son quartier. Dans cette catégorie, vous n'aurez pas forcément le même type de transport entre le continent et Zanzibar. Sur Zanzibar, le choix est assez limité. Le bajaji, le daladala, les taxis locaux ou privés, ou location de Vespa et véhicules. Sur le continent, même chose que sur Zanzibar, avec également le choix du Uber ou de Bolt et des bus de ville. Il existe également d'autres types de transports. Une fois sur place, si vous souhaitez vous déplacer de ville en ville ou du continent à l'archipel, vous aurez le choix entre plusieurs types de transports. Avec l'avion, vol interne entre Dar, Arusha, Zanzibar et même Pemba pour environ $70, en ferry entre Dar et Zanzibar et ses îles voisines pour $35 pour les non-résidents, $25 pour les résidents. Et également en train à travers deux compagnies ferroviaires présentes sur le continent, Central Railway et Tazara. Si vous souhaitez conduire en Tanzanie, il vous faudra un permis de conduire international. Mais faites attention, les routes tanzaniennes et surtout zanzibaries, celles que je connais le mieux d'ailleurs, sont parfois difficilement praticables. De plus, les Tanzaniens roulent à gauche.
Pas les mieux entretenus, vous y trouverez beaucoup de nids de poules, des dos d'ânes de 3 mètres de haut et la présence d'animaux traversant la route parfois. De plus, veuillez noter que la conduite des Tanzaniens laisse parfois à désirer. Je me plaignais de mes frères parisiens, et bien j'ai trouvé bien pire qu'eux. Pour être honnête, la question du logement en Tanzanie m'a très peu préoccupée. Ayant été envoyé en mission de volontariat par un organisme français et reprenant le flambeau d'autres volontaires avant moi, je me suis contentée de reprendre le même type de logement en colocation. Je n'ai donc pas ou peu fait de recherche en amont. Toutefois, de ce que j'ai compris, sur Zanzibar on retrouve toutes sortes de prix, mais comme beaucoup d'endroits très touristiques, les logements sont beaucoup plus chers en ville qu'ailleurs. Si vous venez pour les vacances, comme partout, vous aurez le choix entre l'hôtel, l'auberge de jeunesse, le Airbnb, logement chez l'habitant, la guest house, etc. Si vous venez en Tanzanie pour vous y installer, à Zanzibar, si vous recherchez une colocation, vous pourrez en avoir pour $150 à $350, ce que je paye actuellement dans mon Airbnb. Pour une location seule, en fonction du nombre de pièces choisies, les prix varient entre $500 et $900 en ville. Notez bien que plus vous vous éloignez de la ville, plus vous pourrez trouver de grands logements avoisinant les $350 à $500. En ce qui concerne le continent, et notamment Dar es Salaam, je dirais que les critères parisiens peuvent s'appliquer. C'est-à-dire qu'en fonction du district dans lequel vous vous trouvez, vous aurez un logement plus ou moins cher. Pour l'électricité, veuillez apprendre un adaptateur type prise UK. Au même titre que les recharges mobiles, il vous faudra charger votre boîtier auprès d'un kiosque dédié pour une semaine, un mois ou plus. Et bien pensez à recharger avant la fin de votre forfait au risque de vous retrouver dans le noir. Pour l'eau, dans les maisons ou appartements par exemple, l'eau du robinet n'est pas acheminée via un système collectif comme en France, mais dans de grosses citernes à eau chargées 1 à 2 fois par semaine. Une fois en Tanzanie, que ce soit en vacances ou pour vous y installer, vous serez à la recherche d'un bon forfait téléphonique et internet qui vous permettront de rester en contact avec vos proches. Eh bien, disons que les forfaits comme on les connaît chez nous ne sont pas vraiment similaires. Ici, tout fonctionne sous forme de recharge. Il peut exister des forfaits proposés sous forme de pack, mais ça ne change rien au fait qu'il faudra recharger chaque jour, chaque semaine ou mois en fonction de ce que vous aurez choisi. Que ce soit pour appeler ou utiliser Internet sur votre mobile ou non, vous devrez vous rendre chez l'une des compagnies suivantes pour recharger votre puce avec du crédit, comme à l'ancienne. Pour vous procurer cette puce, rendez-vous dans l'une de leurs agences en présentant votre passeport et si ce n'est pas déjà fait auprès de l'immigration, vos empreintes digitales. Vous aurez donc des packs de 5, 10 ou 20 gigas à recharger pour le jour même, la semaine ou le mois. Je dois vous avouer quelque chose, je ne me plaindrai plus jamais de nos opérateurs téléphoniques. Ah, la meilleure partie, la nourriture. S'il y a bien une chose que j'adore ici, c'est ça. On mange bien et c'est généralement frais, surtout sur Zanzibar. Vous aurez tout type de choix pour vous restaurer, surtout sur le continent et notamment Dar es Salaam, où il y a une plus grande variété de restaurants. Mais le mieux est toujours de manger local, et en termes de prix, cela vous reviendra même beaucoup moins cher. Vous pourrez très facilement vous nourrir pour 10 000 shillings, soit 3,60 €. Les Tanzaniens sont en plus très généreux en termes de quantité, vous ne serez pas déçus. Toutefois, faites tout de même attention à ne pas manger n'importe où. Il est recommandé d'éviter un maximum les aliments cuits et crus vendus dans la rue, notamment pour les visiteurs venant découvrir les différentes spécialités présentées au food market de Forodhani, à Stone Town. J'ai malheureusement déjà goûté aux joies de l'intoxication alimentaire pour la première fois lors de ma seconde soirée ici. Mais rassurez-vous, une fois que vous aurez trouvé vos stands favoris, vous ne voudrez plus les quitter. Là encore, on observe une grosse différence entre le continent et Zanzibar. En effet, il vous sera plus simple de faire vos courses sur le continent, puisqu'il y a là également une variété d'enseignes de supermarchés. Toutefois, sur Zanzibar, il n'y a pas de supermarché. Vous verrez en ville et ailleurs des pseudo-supermarkets, mais ce ne sont en réalité que de petites épiceries avec des produits de première nécessité, si je puis dire. Pour le reste, il va falloir se rendre au marché. Sur Stone Town, vous aurez le marché de Darajani, où vous pourrez quasiment tout trouver. Oui, je dis quasiment, puisqu'il y a certains aliments ou produits d'hygiène que vous ne trouverez pas là-bas. Il vous faudra donc parfois faire le tour de la ville pour les localiser. En ce qui concerne la consommation d'eau, il vous est fortement recommandé de privilégier l'eau en bouteille, l'eau du robinet n'étant pas forcément la mieux traitée. Il m'a même été conseillé à plusieurs reprises de ne pas me brosser les dents avec l'eau du robinet. Attention aux arnaques. Peu importe où vous irez, que ce soit en Tanzanie ou ailleurs, plus l'endroit sera touristique, plus vous serez susceptible de vous faire arnaquer lors de vos achats. N'hésitez pas à vous renseigner sur les prix de certains produits de base pour éviter de vous retrouver comme moi, dès le premier jour, à payer une paire de claquettes à 25 $, alors qu'elles étaient censées être à 3000 shillings, soit environ 1 $. Oui, vous avez très bien entendu, 1 $. Mais bon, partons du principe que c'est un rite de passage qui fera de vous un vrai pigeon. Voilà. Allez, on finit cette vidéo avec nos dernières recommandations.
Premièrement, inscrivez-vous sur Ariane avant de partir. Deuxièmement, laissez vos préjugés à l'aéroport de Roissy je veux dire. Troisièmement, se préparer au fameux polé-polé du pays. Polé-polé qui veut littéralement dire doucement, doucement. Quatrièmement, de passage à Stone Town, prévoir une bonne paire de lunettes de soleil, plus des écouteurs pour bloquer les appels incessants des gens dans les rues. En dehors de ça, vous aussi, venez et vivez votre aventure tanzanienne.